va revenir sur la menace terroriste après l'attentat de Moscou. Emmanuel Macron n'a pas caché d'ailleurs que cette menace, émanant notamment de l'État islamique Khorasan, pèse aussi sur la France. Ce groupe particulier qui est impliqué, semble-t-il, dans cet attentat, avait conduit ces derniers mois plusieurs tentatives sur notre propre sol. Et donc, compte tenu de ses ramifications et de ses intentions, par mesure de précaution, mais avec des éléments crédibles et solides, de décider de hausser la posture de Vigipirate. Vous vous souvenez que nous l'avions réduite en début d'année. Elle avait été elle-même haussée après les attentats d'Arras. Donc c'est une mesure qui est cohérente compte tenu de la revendication de cet attentat et du fait que ce groupe a plusieurs fois tenté de toucher le sol français. Nous avons proposé aux services russes, comme nos partenaires de la région, une coopération accrue. Notre souhait est évidemment qu'on puisse retrouver le plus rapidement possible les coupables et que nous continuions de lutter efficacement contre ces groupes qui se projettent dans plusieurs pays. On le voit bien, la Russie, il y a quelques mois en Turquie, ils ont tenté la France un peu avant. Propos donc d'Emmanuel Macron à son arrivée en Guyane ce lundi. Gabriel Attal, bonjour Xavier Hofer, a été encore plus précis dans l'après-midi de ce lundi. Il a parlé de 2 attentats déjoués en 2024. La France rehausse Vigipirate, donc à urgence attentat. Est-ce que c'est raisonnable ? Oui, la menace est réelle à l'heure actuelle, mais je suis un peu étonné de la présentation de cette menace quand je lis la presse ou que je regarde les médias depuis 48 heures. À écouter ça et à lire ça, on a l'impression qu'il existe quelque chose encore qui s'appelle l'État islamique. Bien évidemment, depuis au moins 3 ans, la direction centrale de ce groupe terroriste a entièrement explosé. Il en reste des débris. Certains sont dans le dernier petit morceau de la Syrie encore occupé par les Turcs, c'est-à-dire la région d'Idlib, tout au nord. D'autres sont en Asie centrale, d'autres sont dans les confins du sous-continent indien, mais il n'y a plus de menace centralisée. C'est-à-dire que en 2014, il y avait une entité centralisée avec un bureau politique, un comité central, un émir, tout ce que vous voulez, et puis une unité militaire, une unité de propagande. Tout ça n'existe plus. Je parle à des experts de terrain qui me disent que tout ça, notamment en Irak, qui me disent que tout ça a disparu depuis plusieurs années. Alors l'État islamique en Irak et en Syrie, puisque c'était d'ailleurs l'appellation de Daesh à l'origine, est éclaté. Mais là, on parle de ce qui s'appelle l'État islamique Khorasan. Khorasan, pardon. C'est une province. Et c'est une province. Et ce serait plutôt justement un regroupement qui serait en Afghanistan. Est-ce que là, il y a une nouvelle menace ou un espèce de succès d'année de l'État islamique qui pourrait effectivement prendre le relais ? C'est un des débris dont je vous parle. Juste débris considérables. Mais vous avez vu à Moscou, il suffit de 4 ou 5 individus pour en tuer une centaine. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est une menace parfaitement classique. On a toujours connu ça. Au moment où le mouvement palestinien était plus ou moins unifié autour de Yasser Arafat, il y avait des éclats. Celui d'Abou Nidal, celui d'Ahmed Djibril, le Front populaire, commandement général, le Front populaire et démocratique, il y avait des tas d'éclats. Les éclats en question étaient repris en compte par les services de renseignement de pays de la région, exemple l'Irak à certains moments, exemple la Syrie, et c'est justement là le danger, parce qu'on ne sait pas qui y a par derrière, et les débris en question, quoique éclatés, peuvent être fort dangereux. C'est un de ces débris-là qu'a eu affaire Moscou il y a 3 jours. Quel type d'attentat on risque aujourd'hui sur notre sol ? Alors, de ce que je crois avoir compris, je ne vais pas pouvoir aller loin dans les détails, la réédition dans l'Union européenne de ce qui s'est passé à Paris le 13 novembre, à Bruxelles, et même l'année suivante à Barcelone, est très difficilement possible. Il semble... C'est-à-dire ce qu'on appelait le spectre des attaques à la bombée, c'est-à-dire plusieurs attaques simultanées de masse. Voilà. Pour une raison simple, c'est que, merci l'intelligence artificielle, le schéma numérique de telles attaques a sans doute, soyons prudents, été reconstitué, et les prodromes, c'est-à-dire ce qu'il faut faire numériquement en matière de communication
pour préparer un attentat comme ça, obligatoirement. On ne peut pas s'envoyer des lettres ou utiliser des pigeons voyageurs ou des signaux de fumée. Ce qu'il faut faire en pareil cas... peut être détecté. A une signature, et la signature en question a déjà permis d'empêcher de tels actes dans l'Union européenne depuis 2017. Ça, c'est une certitude. Donc, est-ce que c'est peut-être ça qui a été à l'œuvre dans les 2 attentats déjoués depuis 2024 ? Sans doute. Qu'elle faisait référence, Gabriel Attal à Saint-Lazare. Sans doute, y a-t-il des éléments qui valent pour une signature, et donc quand on le voit, les clignotants sur des tableaux de bord se mettent à devenir tout rouge, et on essaye de retrouver des individus et de les mettre hors d'état de nuire. Comment vous analysez l'attentat de Moscou et son mode opératoire ? Alors, on sait maintenant un certain nombre de choses. On sait que les individus en question ne sont pas des djihadistes. Ce ne sont pas des djihadistes parce que les djihadistes, comme ceux d'Al-Qaïda, ils ont un parcours, ils ont une légende à l'intérieur du milieu des fanatiques sunnites, ils ont combattu sur des terrains du djihad. Là, c'est plutôt un profil de mercenaires. Premièrement. Deuxièmement, on sait qu'ils sont arrivés à Moscou 4 jours auparavant, qu'un appartement les attendait, qu'un véhicule les attendait, qu'une cache d'armes les attendait. Donc, à l'heure actuelle, le fait de répondre à votre question dépend d'une chose, c'est de trouver quel était le commando d'appui et quel était le commando logistique qui les a précédés. Quand on tient le commando logistique, on connaît les commanditaires. Je ne pense pas qu'on sache ça à l'heure actuelle, mais en tout cas, il y a une certitude, des individus avec un profil plutôt de tueur à gages, premièrement, et deuxièmement, arrivés très peu de temps avant. Une preuve étant, me dit-on, que dans l'appartement où ils se sont réfugiés une nuit ou deux, il n'y avait rien pour manger ou pour boire. L'appartement était totalement vide, vous voyez ? Donc c'est une planque de dernière minute, et ce ne sont pas des gens qui, sur place à Moscou, y compris même pour les repérages, parce que la salle de spectacle en question, elle est un peu excentré par rapport au milieu de Moscou, il fallait savoir où c'était. Donc il y a eu un gros travail de préparatif de l'attentat en question, dont les auteurs, dont les terroristes eux-mêmes n'ont pas été les responsables. Ils sont arrivés, on leur a dit il faut aller à tel endroit, voilà une voiture, vous faites ceci, vous faites cela. Et vous tirez dans le tas. Comment vous analysez les informations qui nous sont parvenues depuis, en particulier le silence de Poutine sur la revendication, sur le fait que l'attentat islamique Khorasan les revendiquer ? Alors, c'est une revendication, là aussi, bizarre. Vous savez que les islamistes sont des gens qui sont des littéralistes et des fondamentalistes. Par exemple, quand il y a eu l'attentat du 11 septembre, dans la feuille de route des terroristes qu'on a retrouvée après l'attentat lui-même, c'est-à-dire le 12 ou le 13 septembre, dans une valise, dans un hôtel à côté de New York, on leur disait « Le prophète entre toujours avec le pied droit d'abord dans une mosquée, et donc quand vous entrerez dans les cibles, c'est-à-dire dans les avions que vous allez après ça détourner et puis jeter dans les tours, il faudra entrer avec le pied droit. » Ces gens-là sont des fondamentalistes. Le fait de désigner qu'ils veulent aller au ciel de la main gauche, ça paraît bizarre parce que la main gauche est impure. On ne se sert pas de la main gauche parce qu'elle sert à des besoins privés, si vous voulez. Donc, ça n'est pas une revendication qui est formellement crédible. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, l'État islamique centralisé n'existe plus. Vous avez affaire à des éclats, à des scissions, à des groupes, et Dieu sait qui il y a derrière, quoi. Donc, c'est pas forcément... en 2014, une revendication de l'État islamique venait de l'usine à médias du centre médiatique de l'État islamique. C'était estampillé, on savait qui, les revendications, les films du djihad, etc. Tout ça était repérable et était connu. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Alors je vous pose la question différemment. Xavier Hofer, selon vous, quelles sont les pistes, quelles sont les hypothèses ? On aimerait le savoir, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, comme dit aimablement dans ces cas-là la police, toutes les hypothèses, aucune hypothèse n'est exclue. Comment vous dire qu'il y avait derrière ces 4 individus qui manifestement n'étaient pas eux-mêmes des djihadistes qui préparaient par... vous savez, avant le 11 septembre, les individus les 19 qui ont sacrifié leur vie... shahadat, les martyrs, shahid, comme ils se disent eux-mêmes,
pour le 11 septembre, ont eu une espèce de préparation mystique de plusieurs semaines auparavant, se raser entièrement, se laver entièrement, pardonner à tous les gens de sa famille. Il y avait une préparation, entre guillemets, parce que le terme est horrible pour des terroristes, mais spirituelle. Et là, rien. C'est des gens qui ont été largués dans le bain. Donc, ça paraît un peu curieux. Vous êtes surpris ? Oui, ça m'étonne. Les Américains prétendent avoir alerté Moscou. Alors, c'est une plaisanterie qui dure depuis Yasser Arafat. Chaque fois qu'il y a un attentat dans le monde, Yasser Arafat disait « I told them, they didn't believe me », etc. Je leur ai dit, ils n'ont pas voulu me croire. Certains services du Moyen-Orient sont célèbres pour alerter tout le monde à peu près toutes les semaines en disant « Oh là là, c'est terrible », et puis il n'y a aucune précision. Donc, naturellement, prévenir d'un attentat signifie qu'on le fait de façon assez précise pour qu'on puisse l'arrêter. Si on dit des choses vagues, du style on a intercepté des ondes et il se prépare un truc, bon ben voilà, j'ai l'impression qu'avant le 11 septembre, et j'ai plus que l'impression, je le sais, il y avait eu des dizaines d'avertissements aux États-Unis, mais aucun n'était assez précis pour empêcher la commission de l'acte. Donc là aussi, c'est précis, ça l'est pas, on ne sait pas trop quoi. Je reviens sur la menace terroriste en France. Est-ce que la menace criminelle n'est pas plus importante ? Elles sont totalement différentes, elles n'ont rien à voir. D'un côté, vous avez affaire à des gens qui ont un projet qui relève du fanatisme, et de l'autre, vous avez des gens qui veulent se remplir les poches. C'est pas du tout pareil. Il y a des exceptions à ce que je vous dis, c'est les fameux hybrides qu'on a vus à un moment donné, mais il semble qu'on soit sorti de cette configuration-là, où un certain nombre de petits voyous qui avaient été islamisés à la hâte, en voyant des vidéos, etc., ont pensé Mohamed Merah à Toulouse, moins de danger etc. de la part de la voyoucratie islamisée. Moins maintenant. La preuve, c'est que vous avez vu ce qui s'est passé le 7 octobre. Des dirigeants politiques m'ont appelé pour me dire « Oh là là, ça va causer une explosion en France ». Les voyous dans les cités, pardonnez l'expression, mais ils s'en sont foutus comme de l'an 40. Par contre, l'antisémitisme est bien monté depuis. Oui, d'accord, mais j'entends les actes graves, les actes terroristes, mais bien entendu, s'il s'agit de faire des déclarations intempestives sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on veut. Mais ça n'a déclenché, il n'y a pas eu, au sens de la justice, il n'y a pas eu de passage à l'acte. Je voudrais revenir avec vous sur un autre événement qui s'est passé ces jours derniers, ce qui s'est passé à Marseille la semaine dernière avec cette visite surprise d'Emmanuel Macron. On l'écoute. Vous avez près de 900 forces de police, de gendarmerie et de douaniers qui sont déployées depuis hier sur Marseille et qui, pendant des semaines, vont justement pilonner le territoire pour lutter contre ces dealers, ces trafiquants, ces réseaux de criminalité, ces tueurs, ces trafiquants de voitures, parce que ce sont tous ces trafics qui sont liés et qui sont au cœur des affaires qui ont été identifiées. Donc pendant plusieurs semaines, nous irons ainsi au travail et au contact. Xavier Hofer, est-ce que derrière cette mise en scène, une opération de type place nette, comme évoquée donc par Emmanuel Macron, est l'opération adéquate face aux dealers ? Il y en a d'autres qui sont lancés d'ailleurs en ce début de semaine. Alors, tout cela relève du cinéma. Je vais parler clair. On parle de choses graves. Oui. Ceux qui lancent ces opérations n'ont pas idée du fonctionnement du monde criminel. Voilà. Le monde criminel ne fonctionne pas comme ça. Deux réponses. La première, sur ce que vient de dire le président de la République. Songez qu'un des supermarchés de la drogue de Marseille, qui s'appelle La Paternelle, c'est 100 000 € de chiffre d'affaires par week-end, plus toute la semaine. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant le confinement ? Ils sont restés tranquillement quelques semaines chez eux, ils ont repris après. Donc là, ils vont attendre tranquillement que le tourisme des CRS est fini à Marseille ou ailleurs, et ils reprendront après. Ils le disent d'ailleurs, un caïd de la DZ Mafia a été interviewé par téléphone alors qu'il est en prison et que naturellement les téléphones portables sont interdits en prison. Mais c'est une autre histoire. Il a dit très clairement aux journalistes, je crois, de France Info, il a dit bon, on va attendre, très bien, pas grave, etc. Deuxièmement, le point le plus important dont personne ne parle jamais, il y a un moyen objectif, très clair et très précis qui permet d'évaluer le succès de la lutte contre les stupéfiants en France ou en Chine ou partout ailleurs. Vous avez un service de l'État qui s'appelle l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, l'OFDT, qui chaque mois envoie des gens dans la rue, secrètement, acheter de la cocaïne, acheter du hashish, et qui après ça fait deux choses. Le prix, il note le prix et il évalue chimiquement la pureté. Alors,
Monsieur Darmanin arrive, voilà, 3 ans comme ministre de l'Intérieur. Au moment où il arrive, le prix de la cocaïne, je vous parle de la cocaïne parce que c'est ce qui enrichit le milieu, c'est la drogue reine du début du XXIe siècle. Monsieur Darmanin arrive il y a 3 ans et à ce moment-là, la cocaïne est à 80 € le gramme. Voilà. Si le pilonnage et les opérations place nette fonctionnent, il y a plus de cocaïne saisie. Toutes les marchandises sont régies par la loi de l'offre et de la demande. Si les opérations place nette sont efficaces, aujourd'hui, la cocaïne doit coûter 120 ou 130 € le gramme. On voit ça partout. On a vu ça pendant le confinement. Il n'y avait pas la possibilité de circuler. Donc et à ce moment-là, les prix augmentaient. Voilà. C'est-à-dire que ce qui coûtait 80 € le gramme s'est mis à en coûter 150 à l'époque. Qu'est-ce qui se passe depuis 3 ans? Le prix de la cocaïne en France s'est effondré. Elle coûte 60 € le gramme. Attendez, les précisions. 60 € le gramme à Marseille, moins 30%. Et au nord de la France, là où c'est près des grands ports de Rotterdam et de Anvers, où arrive la cocaïne, on descend jusqu'à 50 € le gramme. Il est où le succès? Eh bien, il n'est pas là. Est-ce que, comme l'a dit un magistrat, la guerre est perdue? Non, évidemment non. Ouais. Évidemment non. Est-ce qu'il y a des progrès, comme on le fait valoir, chez les responsables du ministère de l'Intérieur? Alors, c'est pas ça le problème. Il faut que les Français sachent une chose, je suis assez fâché, parce que j'en ai préparé beaucoup pour leur concours, vous savez, de voir qu'on dit du mal des policiers, des gendarmes et des magistrats. Nous avons l'appareil, encore aujourd'hui, en 2024, nous avons l'appareil régalien le plus robuste d'Europe. Il n'y a pas mieux dans toute l'Europe entière. Dans tous les pays de l'Union européenne, nous avons le meilleur appareil d'État régalien. Il faut simplement qu'ils reçoivent des ordres pertinents. Aller faire 15 C'est quoi un ordre pertinent que vous avez reçu? Un ordre pertinent, c'est de créer un commissariat en permanence ou une gendarmerie dans les quartiers nord de Marseille et qu'ils n'en sortent plus. S'ils sont là définitivement, tout change. S'ils sont là 15 jours, les voyous attendent 15 jours. Parce qu'ils gagnent le chiffre d'affaires, c'est 100 000 €, je vous l'ai dit, rien que pendant un week-end. Ils ont les moyens d'attendre. C'est ça qui marchera? Ben oui. Merci beaucoup, Xavier Hofer. On a parlé du djihadisme. Sur le djihadisme, on rappellera le livre que vous avez écrit, justement, juste après le confinement. C'est « À qui profite le djihad ?» Moi, je signalerai d'ailleurs aussi votre atlas de l'islamisme radical, qui date de la fin des années 2000, mais qui a été extrêmement complet, extrêmement riche, et qui a été réédité depuis. Et vous voyez à quel point on peut écrire sur ces sujets-là sans se faire vitupérer par tout le monde. Nous n'avons pas eu une plainte d'une seule mosquée en France. Les gens ont compris que c'est des terroristes qu'on attaquait et pas des croyants. À qui profite le djihad? C'est aux éditions du Cerf. Et je rappelle également votre dernier livre, alors là ça n'a tout rien à voir, Jeffrey Epstein, l'âme damnée de la troisième culture, c'est aussi aux éditions du Cerf. Merci beaucoup.